alerter sur le réchauffement climatique. L'ONU multiplie les rapports. Le dernier en date est sorti cette semaine. Il tire évidemment la sonnette d'alarme. La Terre est poussée au-delà de ses limites. Mais dans un monde où les climato-sceptiques prennent le dessus, que faire ? Peut-être changer de narratif. Les scientifiques, eux, sont en première ligne. On va vous emmener dans le laboratoire flottant de la Fondation Tara et on va surtout débattre sur ce narratif positif, négatif avec mes invités. François Gemène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à HEC, président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Conseil scientifique. Ok, conseil scientifique. Et Sébastien Thomas, journaliste météo-climat sur France Télévisions. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous sommes en direct de Neuchâtel en Suisse avec Léonard Schneider. Bonsoir, vous êtes climatologue. Merci d'être avec nous. Alors, l'Organisation météorologique mondiale, qui est une agence de l'ONU, je le rappelle, est catégorique. La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, encore un. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, essaie de taper du poing sur la table. Il a affirmé « L'humanité vient de connaître les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées. Quand l'histoire se répète 11 fois, ce n'est plus une coïncidence, c'est un appel à l'action. » Est-ce qu'il prêche dans le désert, François Gemène ? Oui. Oui, parce qu'en réalité, l'idée que nous battions chaque année un nouveau record de chaleur, c'est mécanique, c'est de la physique du climat. Comme on est face à un phénomène cumulatif, les gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère, et donc tant que ces gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, la température se réchauffe. Le moment où ça va s'arrêter, c'est le moment où on atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire au plus tôt en 2050. Ça veut dire que là, on est parti pour 24 ou 25 ans de records continus. Et donc si Antonio Guterres était encore secrétaire général de l'ONU dans 10 ans, il dirait ça fait 21 ans d'affilée. Et donc, effectivement, si on répète sans cesse la même chose aux gens, au bout du compte, il y a un effet de lassitude en disant, écoutez, on est déjà au courant. Et d'ailleurs, les sondages montrent que les gens sont déjà au courant maintenant. Oui, ils sont déjà au courant. Puis en plus, il y a cette actualité qui écrase tout en ce moment, la guerre au Moyen-Orient. Alors, on évoquait les gaz à effet de serre. C'est le niveau le plus élevé. On va recommencer depuis au moins 800 000 ans. Donc, c'est énorme. Sébastien Thomas, vous êtes d'accord ? Il faut arrêter de dire, voilà, record, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est vrai qu'à un moment, on se demande quelle est la finalité. Et ce qui est aussi à observer, c'est que non seulement la tendance est à la hausse, mais la tendance est à l'accélération. C'est-à-dire que certes, ça a été les 11 années les plus chaudes, mais ces 3 dernières années ont été les 3 dernières années aussi les plus chaudes, et on a vraiment une accélération du réchauffement climatique. Ce seuil de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle dont on a beaucoup parlé pendant l'accord de Paris, honnêtement, il est très en danger. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut se projeter dans la fatalité. C'est pas le moment d'arrêter des efforts, parce que chaque dixième de degré compte, et ce n'est pas parce qu'on est sur une dynamique qu'il faut au contraire baisser les efforts. Oui, baisser les efforts, mais pourtant tout le monde a l'air de faire un petit peu marche arrière. On va aller en Suisse. Léonard Schneider, on a vu ces inondations en France. Il y a eu des avalanches impressionnantes chez vous. Alors vous étudiez précisément l'impact du réchauffement climatique sur les animaux, la biodiversité. Est-ce qu'on prend en compte, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais est-ce qu'on prend en compte vos rapports, vos études, ou est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de prêcher dans le désert ? Non, je pense que quand on parle des impacts, non, c'est pris évidemment au sérieux dans le sens où c'est des impacts qui sont de plus en plus visibles. Typiquement dans les zones de montagne, on a maintenant, ça devient vraiment très frappant, hein, donc autant sur le retrait des glaciers, sur la déstabilisation aussi des zones de haute montagne. Donc ça a des répercussions. Donc en fait, du côté de l'adaptation, il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place, et c'est évidemment nécessaire. Par contre, c'est vrai que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour le moment, on n'est pas à la hauteur, on va dire, globalement, puisque les émissions continuent à augmenter d'année en année. Donc vous pointez quand même quelques notes d'optimisme. Il y a la crainte d'un retour d'El Niño cet été. C'est une menace qui se précise, Sébastien Thomas ? El Niño, c'est un phénomène naturel qui revient sur une périodicité de 3-7 ans sur le continent sud-américain, qui aboutit notamment... Alors c'est complexe et j'ai pas les capacités scientifiques de vous le détailler, mais ça revient en fait à faire que les eaux sont un peu plus chaudes, notamment au large du Pérou. Et ça a surtout comme impact un réchauffement au niveau global. Les années El Niño, comme 2024 par exemple, sont en général les années les plus chaudes, et ce phénomène est en train de se mettre en place pour les mois qui viennent. François Gemène, qu'est-ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui ? Ou alors est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est inquiétant ? Qu'est-ce qui est le plus inquiétant ? Bah oui, El Niño, le réchauffement climatique. Je dirais la guerre en Iran, le fait qu'il y a des bombes qui tombent sur des civils. Oui, non, mais c'est sûr, mais par rapport au climat, le fait, c'est plutôt ça que je voulais vous demander. C'est-à-dire que comment
comment on alerte? Comment on dit, voilà, là c'est grave? Je pense que l'enjeu, en réalité, ce n'est plus un enjeu d'alerte. Mon collègue Léonard l'a très bien rappelé. Le changement climatique se manifeste désormais dans la vie des gens. On le voit concrètement. Et donc, quand on interroge les gens, l'immense majorité se dit très sensible et préoccupée par les impacts du changement climatique. Mais on n'en fait pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas grand-chose? Parce que le discours sur le sujet, jusqu'ici, il a reposé sur 2 éléments. Premier élément, c'était soit un discours moral, qui était très culpabilisateur. Il faut changer de mode de vie, il faut se reconnecter à la nature, il faut tout changer, etc. Sauf que tout le monde a envie d'être écolo. Je ne connais pas grand monde qui pollue pour le plaisir. Le problème, c'est que pas mal de gens n'ont pas la possibilité de changer concrètement de mode de vie, n'en ont pas les ressources financières, pas les possibilités matérielles. Et donc, c'est un discours moral, ça veut dire qu'il est perçu de façon très culpabilisante par ceux qui le reçoivent, en tout cas par une partie. L'autre volet sur lequel on s'appuyait, c'était sur les risques associés à l'inaction. On ne fait rien, la situation s'aggrave d'année en année, ça va coûter des milliards d'euros à l'économie, voilà les catastrophes, etc. Sauf qu'il n'y a pas de lien direct, et ça c'est encore un phénomène physique, entre votre niveau personnel d'émissions et le niveau d'impact du changement climatique auquel vous serez confronté. Même si vous vivez comme Greta Thunberg, vous serez confronté aux mêmes impacts du changement climatique. Il faut que ça soit des décisions politiques. Ce qu'on ne montrait pas, c'est l'intérêt que nous avions à agir. Pourquoi est-ce qu'il est dans notre intérêt d'agir? Pourquoi est-ce que la transition peut nous permettre de vivre mieux? Pourquoi est-ce que c'est potentiellement un nouveau modèle économique qui va nous permettre d'envisager le futur de façon positive? À mon avis, il est là le gros enjeu. On a insisté sur les risques associés à l'inaction, pas assez sur l'intérêt qu'il y avait à agir. En provoquant un peu, moi si je suis un capitaliste cynique aujourd'hui, j'ai aucun intérêt à investir dans le pétrole. J'ai intérêt à investir dans le solaire, dans l'éolien. C'est beaucoup moins cher. Oui, et il semblerait que ce soit une piste assez privilégiée. Ce qu'on appelle le fonds vert. En Chine, ils sont en train d'investir massivement dans l'éolien et dans le solaire parce que tout simplement, ce sont des énergies moins chères. Que ce soit plus propre, entre guillemets, ils en ont rien à faire. C'est qui les champions aujourd'hui de transition? C'est les Chinois et les Texans. Ils se fichent complètement du climat et de l'écologie. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, ça va rapporter davantage d'investir dans le renouvelable que d'investir potentiellement dans le pétrole et dans le gaz. C'est que ça va leur permettre de dominer géopolitiquement. Et donc, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt direct qu'ils le font. Voilà, une piste intéressante. Alors, la communauté scientifique se mobilise, on le voit sur ce plateau, avec des expéditions, des innovations. Nous avions assisté au baptême de la Tara Polar Station. C'est un laboratoire scientifique dérivant qui va explorer l'océan Arctique durant 10 expéditions de 18 mois chacune. Notre envoyé spécial, Guillaume Gouet, s'est rendu en Finlande, sur le cercle polaire, où ce bateau donc était au mouillage, le temps d'une phase de test et de laboratoire, d'installation, de ces laboratoires. Regardez. Mi-janvier, au nord de la mer Baltique, le golfe de Botnie s'est figé dans la glace. Les scientifiques embarqués sur le navire polaire déploient leurs équipements pour une série d'essais. On l'a testé à Willoop Station North à moins 35. On n'a vraiment pas eu de soucis, donc là je suis assez confident par rapport à la matière du ballon. L'objet du test ? Cet appareil de mesures atmosphériques, mi-cerf-volant, mi-ballon gonflé à l'hélium, il effectue des relevés et des prélèvements jusqu'à 1000 mètres d'altitude et c'est la première fois qu'il est opéré depuis la surface d'une mer gelée. Non, tu peux continuer à monter. J'ai commencé la redescente, apparemment c'est un peu trop proche du bateau. Cette équipe de l'école polytechnique de Lausanne et de la station polaire simule les conditions de travail durant l'hiver arctique, celles auxquelles l'équipage du navire sera confronté lors de la future expédition. Okay. Là, avec le vent soufflait le ballon au-dessus de Tara Polar Station et c'est un peu critique avec la vitesse du vent. On risque d'avoir une corde qui s'accroche et qui risque de casser. Et là, on est en train de tester une procédure où on déplace le point d'ancrage. À bord, sur le pont principal, l'installation des équipements dans les laboratoires a débuté un mois plus tôt. Scientifiques et marins immergent des filets depuis la Moonpool, cet accès direct aux abysses au cœur du navire. Et cet outil est destiné à la collecte des planctons jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Mais la manipulation, là encore, apporte son imprévu. Oui, on improvise. Pour l'instant, on n'a pas de poulie compteuse. Donc après, c'est sûr qu'on aura la capacité de savoir exactement combien de longueur de câble est dans l'eau, donc à quelle profondeur est l'instrument, l'appareil. Mais là, pour les petites profondeurs, on n'est pas équipé, c'est vite fait, on fait une petite marque et on sait où on en est.
Dans l'Arctique central, il n'y a pas de quincaillerie très proche. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'avoir une quincaillerie proche avant de partir et puis de régler tous les problèmes avant de partir. S'entraîner, répéter les manœuvres. Avec des chercheurs issus de 12 pays différents, la station dérivante est un vaisseau de Babel. Et l'un des enjeux, c'est d'harmoniser les méthodes d'usage des matériels scientifiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre déploiement et puis on va le réarmer, le ramener. On va prendre une photo à chaque étape pour vraiment monter notre protocole et puis on va le rincer au retour aussi. Quelqu'un sur le ballon, il faut 2 personnes pour soulever, il faut 2 personnes ici. Donc, je pense qu'on peut mettre 6 dans le protocole. Ouais, c'est très bien. Ce n'est pas une mission parmi d'autres. Ce qui est vraiment particulier avec le programme de la station polaire Tara, c'est que c'est la première d'une dizaine de dérives sur une période de 20 ans. Ça nous permet de comprendre la vulnérabilité, mais aussi la résilience des écosystèmes. Parce que souvent, la recherche qui va être faite dans cette région-là, ça va être pendant le minimum de glace autour du mois d'août-septembre. Et c'est seulement une fenêtre sur ce qui se passe pour vraiment comprendre l'effet des changements climatiques, l'effet des changements de diversité. Et il faut voir qu'est-ce qui se passe pendant la nuit polaire, pendant le soleil de minuit, mais aussi dans la période de transition, ce qui est vraiment unique à cet écosystème-là. Un vent polaire s'est levé. Le givre recouvre sabords et hublots. Il faut gratter, s'assurer que les systèmes de dégivrage électrique fonctionnent, qu'aucune sortie de secours n'est bloquée. De rien, la période de test elle est très courte. Donc là, il faut vraiment avoir un œil tout le temps et tous les jours. Parce que là, les gens sont pas mal focus sur la science. C'est top, hein, on est là pour ça. Sauf que tout ce côté sécu va être hyper important. Il ne faut pas qu'on le délaisse. Au point inférieur, dans la salle des machines, le mécanicien observe les consommations d'énergie. Treuil, pompe, système de dégivrage. C'est la première fois qu'autant d'équipements sont actionnés simultanément. L'enjeu pour moi, c'est de s'assurer qu'on ne dépasse pas une certaine consommation parce que la station elle a été dimensionnée avec un volume de carburant pour tenir une durée de 500 jours potentiellement. En fait, il n'y a pas de bateau dans le monde qui partent aussi longtemps. Globalement, tout le monde revient au port après quelques mois. 2, 3, 4, 5 peut-être, mais là, viser 500 jours d'autonomie, c'est un bon défi, c'est particulier. Le navire passera les 3 prochains mois au chantier naval à Cherbourg, en France. Le prototype y recevra les modifications nécessaires pointées par les essais, avant de retrouver Lorient, en Bretagne, son port d'attache, puis se lancer cet été dans son odyssée arctique. Voilà pour ce document TV5 Monde. On va suivre les aventures de ce drôle de laboratoire dans les prochains mois. Léonard Schneider, donc voilà, on voit que la science, hein, elle est utile, elle nous sert à mieux comprendre ce qui se joue, mais après, il faut transformer l'essai, non ? Oui, disons, la science, elle a plusieurs rôles à ce niveau-là. Évidemment, il y a la compréhension des mécanismes en jeu. Au niveau climatique, on les comprend quand même assez bien. Maintenant, ça fait des décennies qu'on a une bonne compréhension de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on n'est pas surpris par les tendances actuelles. Après, c'est très important d'avoir des données, d'avoir un bon tableau de bord pour savoir où on en est, ce qui n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, il y a certaines attaques aussi par rapport à ça, par rapport à cette récolte des données. Et puis après, bien sûr, c'est la question aussi de justement comment est-ce qu'on agit à la fois sur l'adaptation pour l'agriculture, pour les infrastructures, par rapport aux événements extrêmes, etc. Et en même temps, comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre pour éviter une dérive trop importante, essayer de stabiliser le climat. Et puis là-dessus, en fait, on a beaucoup de choses. On sait à peu près ce qu'il faudrait faire, mais je crois que la question maintenant, c'est surtout comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on met en œuvre ces solutions. Voilà, la question, elle est bien là, François Gemène. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bien sûr, parce que je pense que l'erreur qu'on commet parfois, c'est d'imaginer que nous n'agissons pas par défaut d'information ou par défaut de connaissances. En réalité, nous avons aujourd'hui l'essentiel des informations et des connaissances dont nous avons besoin. Nous n'agissons pas par défaut de volonté, par défaut de capacité. Donc ce qui serait là où la science, à mon avis, a un rôle fondamental à jouer, c'est pour comprendre ce qui fait évoluer nos comportements, ce qui fait changer les modèles économiques et ce qui permet d'enclencher véritablement le mouvement à la fois vers la décarbonation et aussi vers l'adaptation. Sébastien Thomas, une réaction effectivement à ce laboratoire qui est quand même extrêmement innovant et qui a une mission qui va durer longtemps. C'est important de se lancer dans de telles aventures ? Surtout que les glaces sont la mémoire de notre climat. C'est parce qu'on a été voir dans le fond et qu'on a été étudier les bulles de glace qu'on sait que la concentration de gaz à effet de serre, elle a été à peu près stable et qu'on sait sans aucun doute possible que tout ce qu'on a balancé dans l'atmosphère, c'est depuis la révolution industrielle. Donc
c'est super, parce qu'en fait, on sait qui est responsable, et donc on sait très bien comment faire pour atténuer ce qu'on a mis dans l'atmosphère. Donc on a juste à couper le robinet. Voilà, mais c'est ce qu'on ne fait pas. Il faut le faire. Donc il faut que les politiques... Ce qui est drôle, c'est que... Enfin, c'est pas drôle, mais c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. On pourrait le mettre en œuvre. Ça coûterait moins cher que de ne pas le faire. Et en plus, surtout, la société civile, elle est prête. Elle est mature. Bien plus, d'ailleurs, que la plupart des politiques nationaux qu'on entend souvent, notamment au moment des campagnes. Donc c'est un manque de volonté politique, selon vous? Parce qu'il y avait ce... Je pense qu'il y a vraiment un manque de perception. Les politiques nationaux se disent non, mais ça va pas passer. En fait, la France n'est pas prête. Et en fait, si, la société, elle est largement en avance par rapport à ça. Complètement d'accord. Je suis toujours très frappé de voir à quel point les politiques, en tout cas au niveau national, c'est moins le cas au niveau local, à quel point les politiques nationales sont en retard sur la société civile et sur les entreprises. Et je pense que l'erreur qu'on imagine, c'est d'imaginer que ça va être les gouvernements qui vont être les moteurs de la transition. Aujourd'hui, c'est quasiment des obstacles à la transition. Les gouvernements, les moteurs de la transition, ils se trouvent dans la société civile, dans les collectivités et dans les entreprises. Léonard Schneider, alors est-ce qu'en Suisse c'est différent? Et puis après, j'aimerais bien qu'on revienne sur les conséquences peut-être de cette guerre au Moyen-Orient sur ces questions-là. Bon, évidemment, le système politique fonctionne de façon assez différente en Suisse, mais fondamentalement, les enjeux sont un peu les mêmes, disons, sur le type de mesures qu'on devrait mettre en œuvre. Ce qu'on essaye de faire aussi avec des collègues de différents domaines, c'est aussi d'essayer petit à petit de montrer comment des mesures qui sont bonnes pour le climat peuvent avoir aussi d'autres avantages, par exemple pour la santé. Si on parle de changer les systèmes de transport, il y a souvent d'autres avantages qui viennent avec. Et puis d'ailleurs, pour faire le lien avec les questions géopolitiques, l'actualité nous montre aussi à quel point la dépendance au pétrole et au gaz, c'est pas seulement un problème pour le climat, mais c'est aussi un problème de souveraineté, en fait, d'autonomie de nos pays. Donc, en partant de ça, on devrait, je l'espère en tout cas, arriver à un consensus assez large pour aller de l'avant dans ce domaine. Oui, parce qu'on a vu qu'on était, avec cette guerre au Moyen-Orient, on a vu qu'on était extrêmement dépendant, plus de 70%, à plus de 70% dans le monde entier de toutes ces énergies fossiles. Mais le pétrole, en Europe d'ailleurs. Et le pétrole a pris plus de 45%. Donc là, est-ce qu'il y a une prise de conscience possible, selon vous? Bien sûr. Il faut qu'on trouve à mon avis, il y a un enjeu fondamental. Vous avez rappelé l'augmentation du prix du pétrole. C'est pareil pour le gaz, et on voit bien à quel point, effectivement, cette dépendance aux énergies fossiles, c'est un enjeu fondamental de souveraineté, comme Léonard Schneider l'a bien rappelé. C'est aussi un enjeu de compétitivité pour nos entreprises, parce que ça pèse sur leur compte. C'est un enjeu de pouvoir d'achat quand on voit le prix du litre à la pompe ou les factures de chauffage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de la transition énergétique, c'est pas seulement un enjeu pour le climat, c'est aussi un enjeu de compétitivité, un enjeu de souveraineté, un enjeu de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les mêmes raisons qui parfois nous font nous dire qu'on devrait en faire un peu moins pour le climat et donner plus d'importance à d'autres priorités. En réalité, même si le changement climatique n'existait pas ou était un problème résolu, nous aurions intérêt à réduire cette dépendance aux énergies fossiles pour des sujets de souveraineté, de compétitivité, de pouvoir d'achat. Sébastien Thomas. Je vois un nombre incalculable. Moi, je me déplace en vélo, de vélo dans Paris, notamment depuis que le pétrole est à plus de 2 € le litre en station. C'est-à-dire que les humains, c'est formidable, on est capable de s'adapter. Et donc, n'ayons pas peur aussi de nous inventer un narratif pour le futur en disant... Mais quand on est infirmière, routier, non, mais bien sûr, c'est ça qui est compliqué, qu'on vit en province. Mais encore une fois, on a cette nostalgie du pays du passé, des 30 glorieuses avec le pétrole, l'abondance. Ok, c'est une page qui se tourne, mais ça ne veut pas dire que le prochain chapitre à écrire sera forcément déprimant. On peut aussi inventer un narratif, un futur enviable où effectivement on vivrait mieux tous ensemble avec des notions de souveraineté qui sont primordiales, de cohésion sociale, de justice sociale. Les gens qui vont s'en prendre plein la tronche avec le réchauffement, ce sont les gens qui n'y sont pour rien. Ça devrait nous faire bondir. Donc on est tous capables ensemble, collectivement, parce que c'est un défi qui concerne l'humanité tout entière, d'inventer un futur enviable. Et c'est tout à fait à notre portée. Oui, parfois il y a des messages contradictoires. Par exemple, il y a une ministre allemande qui cette semaine a suggéré d'assouplir les objectifs climatiques européens, ce qui a fait bondir la France. Donc là, on voit que parfois, effectivement, il y a des messages contradictoires. Le gouvernement allemand est en dessous de tout. Je suis désolé de dire, mais de tous les gouvernements européens aujourd'hui, à part peut-être celui de Fico en Slovaquie et d'Orban en Hongrie, c'est le pire gouvernement en ce moment, le gouvernement allemand. Ils n'ont rien compris à rien. D'accord, bon ça c'est le coup de gueule de François Chevène. Léonard Schneider, on va terminer avec vous sur une note positive, comme avec Sébastien Thomas. Lui, il pense qu'il y a de l'espoir, vous aussi. Oui, certainement. De toute façon, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Je veux dire, l'adaptation aujourd'hui, elle est nécésaire parce qu'effectivement, comme on l'a dit, le climat va continuer à changer un peu. Donc, il faut être prêt à ça. Et puis, donc évidemment, après, on espère qu'il ne va pas trop changer, mais de toute façon, on doit être prêt à s'adapter.
Et puis voilà, après les actions possibles, elles sont nombreuses. Elles demandent évidemment une vision collective. C'est pas tellement à l'échelle individuelle que ça va se jouer, mais il faut vraiment avoir une vision à long terme. Ça concerne les transports, ça concerne les bâtiments, les infrastructures. Donc c'est clair que c'est un travail de long terme, mais en soi, les solutions, elles existent. Donc après, c'est vraiment beaucoup la réflexion sur la mise en œuvre qui est aujourd'hui d'actualité. Eh bien, on en reparlera. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat de 64 minutes. Nous, on se retrouve demain à 18h, heure de Paris.